le seul rap que j'écoute moins, c'est le rap très drill, très, tu vois. Mais sinon, tous les trucs où il y a un peu... Non, par exemple, la drill UK, c'est pas trop ta cam. Si, peut-être... si. Ah, non, j'ai appris les faire. Ceci n'est pas une interview, je répète, ceci n'est pas une interview. Bienvenue dans la Vista, un moment suspendu dans le temps que l'on prend pour parler actu et culture. Je m'appelle Bambi, je suis avec mon gars Modibo et aujourd'hui on accueille une révélation, la révélation rap de l'année. Shani, enchanté. Enchanté. Comment tu te sens? Ça va, top. Un peu enrhumé aujourd'hui, mais super content d'être là. Ok, tant mieux. Super tant content mieux. de t'accueillir ici aussi. Ouais. Merci. Franchement, merci. Merci d'avoir fait le déplacement pour nous. Ça fait grave plaisir d'avoir du coup une artiste comme toi, une artiste engagée. Déjà, pour les gens qui te connaissent pas, qui es-tu? Donc moi, c'est juste Shani. Shani, c'est mon prénom. Juste Shani, mon nom d'artiste. Je suis rappeuse. Je suis dans la musique depuis 6 ans maintenant. Un peu plus de 5 ans, 5-6 ans. Et j'ai sorti mon projet Diamant Noir qui a été effectivement beaucoup remarqué cette année. Et le message, c'est que on a tous le droit de briller. Là, je suis dans une belle phase d'émergence, on va dire, mais je suis encore. C'est un projet qui est autoproduit, qui a encore besoin de partenaires plus solides pour le faire décoller. Et du coup, là, je suis vraiment dans la phase où je recherche, donc que ce soit label, même muscler l'équipe de tour, donc qui organise les concerts, etc. Donc, je recherche des nouveaux partenaires pour faire vraiment décoller le projet en 2026. Donc, je pense que ça va encore passer par quelques singles, quelques EP. On va pas parler tout de suite d'albums, mais l'idée là, c'est que, enfin voilà, on est sur une belle rampe de lancement et c'est de décoller quoi. Trop bien. Moi personnellement, ce qui m'a beaucoup frappé avec le projet, c'est vraiment la diversité des influences. Je pense que tu as beaucoup d'influences musicales. Et j'aimerais du coup en apprendre plus à ce niveau-là. Est-ce que, qu'est-ce qui t'a inspiré déjà pour le titre de l'EP, mais aussi pour les différentes sonorités que tu as intégrées dedans? Ouais, carrément. Le titre de l'EP déjà, Diamant Noir. En fait, c'est venu au fur et à mesure de plusieurs réflexions. En gros, de base, moi il y a quelques années, je voulais sortir une trilogie d'EP. Le premier tome s'appelait Nuit Blanche. En fait, c'est l'EP qui est sorti en 2024. Et à partir de Nuit Blanche, j'avais envie de rester sur ce truc de jeu avec les couleurs. Donc, chercher noir quelque chose, truc noir, tu vois. Et je crois qu'au début, j'avais même magie noire en tête. Et après, au fur et à mesure de, je sais pas comment c'est venu, mais au fur et à mesure des réflexions, je suis tombée sur cette image du diamant noir qu'on appelle aussi Carbonado. Carbonado, du coup, c'est le premier single qui est issu de cette EP qui est sorti il y a 1 an maintenant. Et il y avait vraiment ce qui est fort dans ce truc du diamant noir, c'est que c'est un diamant qui est aussi précieux que les autres, mais qui est moins connu. Enfin, moi, je savais même pas que ça existait, en fait, des diamants noirs. Et c'est un objet qui est moins mis en avant parce que, il est noir, il brille moins, il est moins populaire que les diamants classiques. Et je me suis dit, tiens, finalement, ça représente bien, finalement, mes valeurs et même mon projet. Il y a aussi ce truc où, en gros, le diamant noir, il est connu pour être moins facile à tailler, à travailler qu'un diamant classique à cause de ses particularités. C'est un objet qui est très mystérieux. En gros, les scientifiques n'arrivent pas vraiment à savoir comment il s'est formé. Il y a même des théories comme quoi ça viendrait du ciel et tout. Donc, je me suis dit, waouh, mais incroyable l'image. Dingue. Donc voilà, donc j'ai choisi Diamant Noir. Et après, sur les sonorités, effectivement, j'ai plein d'influences, qui sont quand même principalement sur la trap. En gros, j'écoute surtout de la trap. Mais après, j'aime bien les flows très kickés. Moi, j'ai beaucoup écouté la Section d'Assaut à mon adolescence et c'est un des groupes qui m'a vraiment donné envie de faire du rap. Mais j'aime aussi le chant, la mélo. J'écoute des artistes comme Meryl qui mélangent aussi à la fois de la mélodie ou des sonorités plus afro ou caribéennes. Et du coup, j'ai plein d'influences. Et en fait, je suis encore à un stade de ma carrière où je peux me permettre de montrer tout ça. Tu vois, en gros, il y a un moment quand t'es artiste où il faut quand même mieux affirmer une patte musicale assez précise, voilà, une certaine identité. Donc, moi, pour l'instant, on va dire que l'identité, elle passe plus par ma posture et mon écriture. Mais musicalement, je suis encore dans une phase où je me permets de m'amuser un peu et d'explorer. Mais est-ce que tu trouves pas aussi que l'identité aussi peut s'affirmer par le fait d'avoir autant d'influence aussi, tu vois? Est-ce que c'est pas aussi un parti pris au final de ne pas s'encadrer dans un truc précis? C'est un parti pris risqué
et oser. Mais parce que en fait, il y a plein de codes et de façons de faire dans l'industrie musicale. Et quand tu découvres cette industrie, bah, t'as envie de bien faire. Donc tu te dis, bah, on m'a dit qu'il faut faire une couleur, donc ok, il faut que j'aille vers ça. Mais après, tu vois, quand t'as des artistes comme Théodora, par exemple, qui arrivent et qui défoncent tout avec des projets ultra éclectiques, tu te dis, ok, bah en fait, on a le droit de le faire, ça peut marcher aussi. Donc je te rejoins sur le fait que il y a moyen d'oser arriver avec quelque chose de très varié et de le défendre quand même. Totalement d'accord. Et du coup, bah, tu vois, on a parlé un peu de ton projet Diamant Noir. C'est intéressant d'aller un peu plus en profondeur sur qui est Shani, ton histoire, ton historique avec la musique, avec l'art, avec le rap. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens, qui tu es, qui tu étais, la petite fille que tu étais? Ouais, ok, avec plaisir. Donc moi, j'ai grandi dans une petite ville du 9-1 à Vissou. Okay. Voilà, avec 2 frères et sœurs avec qui j'étais très complice, mon petit frère et ma petite sœur, et des parents qui nous ont toujours beaucoup encouragés à exprimer notre créativité. On est des enfants qui aimions bien écrire, dessiner, alors écrire plutôt moi, dessiner mon frère et moi, chanter et danser tous les 3. Et donc voilà, et mon père surtout m'a transmis très tôt la passion pour la lecture. Donc je suis une enfant qui lisait beaucoup, tôt j'ai eu envie d'écrire moi-même des histoires, donc j'écrivais des petites nouvelles, etc. quand j'étais au primaire, quoi, genre vraiment assez tôt, des poèmes et tout. Et voilà, donc c'est vraiment une enfance qui est marquée par à la fois de la part de mes parents une exigence vis-à-vis de l'école. Donc moi j'étais quand même une bonne élève, hyper sérieuse et tout, mais à la fois des parents qui nous ont beaucoup encouragés à suivre nos passions et qui étaient toujours hyper encourageants. Genre c'est en mode on était des enfants un peu relous qui voulaient toujours faire des spectacles. Ouais, maintenant c'est le spectacle et tout, tous les week-ends, à chaque fois qu'il y avait des invités et tout. Et on n'a jamais ressenti ce truc. Genre moi, tu sais, c'est plus tard, en regardant les vidéos, j'étais en mode, c'est un enfer. Ah, sur mes enfants, on fait ça. Genre, on va faire des spectacles interminables et tout. Et en fait, mes parents, ils étaient là, ils étaient à fond. Ma mère, elle nous filmait et tout. Incroyable. Et je me dis, mais ça a forcément joué dans quelque part l'estime de soi, la confiance en soi et la liberté d'explorer en fait, tu vois. T'es obligé de passer par des trucs où tu vas au début faire des trucs un peu nuls si après tu veux t'améliorer. Et nous, on a eu cet espace-là de faire nos premiers spectacles, nos premières chansons pas ouf, mais avec des gens qui nous encourageaient et qui... C'est fort. Ouais, voilà. Donc l'enfance, c'était ça. Et puis on écoutait beaucoup de musique, mais un peu de tout. Genre quand j'étais petite, on écoutait à la fois de la variété française, on écoutait ce qui se passait à la télé, quoi. Ma mère est du Sénégal, donc on écoutait beaucoup de Mbalar, on écoutait Youssou N'Dour, par exemple. Et après, en grandissant, j'ai commencé à écouter de plus en plus de rap américain et de R&B, à m'intéresser beaucoup à la culture hip-hop. Je pense que je trouvais dans la culture hip-hop des ressources d'identification. J'avais vraiment besoin aussi de trouver des modèles afro, etc., auxquels m'identifier. En France, il y avait moins ça. C'est en train de changer d'ailleurs, et j'espère faire partie aussi des nouveaux modèles qui vont inspirer les enfants, mais à mon époque, j'avais besoin, je pense, d'aller les chercher ailleurs. Donc j'étais à fond dans le hip-hop, je dansais aussi. Et après, un peu plus tard, genre vers 13-14 ans, j'ai découvert le rap français. C'est une époque aussi où je m'intéressais de plus en plus à beaucoup de sujets sociétaux, les inégalités, les injustices et tout. Et en fait, voilà, il y avait cette rencontre entre le hip-hop qui me passionnait, les sujets du rap français. Genre, quand j'ai commencé à écouter, moi, j'écoutais Section d'Assaut, Kerry James, Youssoupha, enfin, quand même des artistes à plume avec un message et tout. Et ça m'a... Voilà, c'était le cocktail parfait de... Ok, en fait, j'aime ces sujets-là, j'aime le hip-hop, donc... je me suis pris une grosse claque avec le rap, quoi. Et tu avais déjà des notions avant d'écriture, etc., vu que tu travaillais un peu déjà sur ça. À quel moment tu as commencé à te dire, ok, je vais écrire des textes de rap, je vais écrire des vrais textes, quoi. C'était au lycée. Au lycée, j'ai écrit mes tout premiers textes. Et je pense que c'était, mais comme beaucoup d'artistes, j'imagine, un peu par mimétisme, tu vois, genre j'étais fan de quelqu'un, j'étais fan des artistes que j'écoutais, donc je voulais faire pareil, quoi. Voilà. C'était au lycée, C'était au lycée. Et après, à la fac, j'ai commencé à pas mal rapper en soirée avec mes potes. J'avais des potes qui écrivaient aussi un peu. On faisait des petits freestyles en soirée et tout. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Mais t'es pas la rappeuse qui est venue avec un crew, etc. En fait, t'es venue pas du tout. Naturellement seule. Je suis venue toute seule. Oui, exactement.
Non, mais c'est vrai, mais tu sais, souvent, quand on entend un peu les parcours de rappeurs, etc., ou ce genre de choses, tu sais, ils commencent toujours en groupe, Ouais, très c'est souvent vrai. en groupe, tu vois. Ouais. Ils écrivent à plusieurs, etc., etc. Et petit à petit, tu vois, ils Ouais. se révèlent, ils sortent de ce groupe-là et ils Putain, c'est décident vrai. de s'affirmer, tu vois. C'est vrai, c'est C'est ça vrai. qui est assez... Ben, je pense que moi, il y a peut-être deux choses qu'on peut jouer. Il y a que déjà, vu enfin, le milieu dans lequel j'ai grandi, les potes et tout que j'avais. En fait, moi, j'étais dans un collège-lycée privé catholique. Ouais. Et du coup, en fait, limite, j'étais un peu la seule à écouter du rap. Et à l'époque, le rap était pas mainstream comme aujourd'hui, tu vois. Franchement, Ouais. ces dernières années, ça a évolué fort, mais à l'époque, j'étais vraiment en mode dans D'autant ma plus dans un propagande. lycée Ouais, voilà, catho, lycée catho et tout. Donc j'étais vraiment en mode allez, rap, et tout machin. Genre, je me souviens quand il y a eu la tectonique, j'avais la haine. Quel J'étais en arc. mode dans ma tête, j'étais en mode non, la tectonique va remplacer le hip-hop, je ne Ouais. laisserai jamais faire et tout. En fait, j'étais vraiment dans ma mission, mais toute seule, tu vois. Mais il y a mon petit frère aussi quand il a rejoint du coup le collège où j'étais, mais il a 3 ans de moins que moi, donc quand il m'a rejoint, on était un peu ensemble et tout. Ouais. Après voilà, j'avais 3-4 potes qui me suivaient dans mon truc hip-hop et tout, mais enfin, en tout cas, pas dans le lifestyle. Genre, Ouais. juste, ils écoutaient du rap, écoutaient mais du rap. c'était lifestyle privé catholique, tu vois. Mm. Donc voilà, du coup, j'ai toujours été un peu seule tout dans mon truc, ou en tout cas avec mon frère et ma sœur. Ouais. Mais en termes de potes, j'avais pas du tout ces énergies-là autour de moi. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai évolué assez tout ça. Et même, tu vois, mine de rien, bah, j'étais à la fac dans le 16e. Donc Ok. pareil, même... Oui, j'ai oui. trouvé les 3-4 un peu weirdo qui étaient ok de faire du rap ensemble, mais c'était pas du tout la DA du truc, quoi. Même si quand même à cette époque-là, je pense, comme tu le dis, tu vois, le rap se popularise quand même Ouais. un peu. Ouais. Et dans tout Paris, tu vois quand même qu'il y a Ouais, pas de mal fou. de groupes qui commencent à sortir Ouais. par-ci par-là. Donc j'imagine que même dans le 16e, Ouais. t'avais quand même Franchement, des... même dans le 16e et à la fac où j'étais, on avait, mais comment dire, on n'était pas les gens les plus mis en avant, Ouais. ou tu vois, c'était pas, voilà, il y avait les assos, les trucs et tout. Ouais. Nous, c'était vraiment les petites équipes d'artistes, mais vraiment, on était un peu entre nous. Ouais. Et après, par contre, sur le côté dynamique de groupe, moi, c'est pas mon truc du tout, en fait, artistiquement. J'ai la sensation que j'ai toujours été, mais même jeune, ce truc de je fais mon truc et c'est mon truc. Ouais. Je déteste qu'on vienne me dire, ouais, là, tu pourrais faire ci, ça, ou qu'on fasse ce truc ensemble. Genre, je me souviens que, par exemple, quand je dessinais à l'école, il y avait, mais vraiment, c'était tu dessinais trucs, aussi ouais, je dessinais aussi, j'aimais bien faire des BD et tout. Mon frère, il est hyper fort en dessin. Ouais. Et en gros, j'en étais au stade où, en gros, tu sais, genre, par exemple, moi, faire les cadeaux pour la fête des pères, etc. Si je dessinais un truc pour mon père et il y avait un élève qui regardait, je me pétais un câble. Genre, non, mais en fait, c'est mon dessin pour mon... Genre, oh oui, je me suis inspirée. C'est mort. Donc, en fait, je sais pas, j'ai toujours été très perso dans l'art, tu vois. Genre, j'aime le partager, mais j'aime le faire toute seule. Et voilà. Et j'ai eu... Après, j'ai eu une petite expérience, en vrai, dont j'en parle pas beaucoup parce que souvent, j'oublie. Une mini-expérience de crew quand j'ai commencé le rap vers 2018-2019. Ça s'est fait un peu par hasard. Genre, en fait, à l'époque, j'avais pris une année sabbatique pour explorer un peu toutes mes passions. Du coup, j'avais recroisé un ancien prof de danse que j'avais recontacté pour faire de la danse avec lui. Et en fait, lui, genre, le collectif un peu dans lequel il m'a amené, il y avait aussi des rappeurs. Et du coup, on a commencé à faire un groupe qui s'appelait Les Scribes, mais c'était très spontané, c'est en mode, ah putain, tu rappes, Shani, c'est trop cool, mais nous aussi, on rappe. Ouais. Donc, on fait ce truc-là. Et en fait, vraiment, genre, après, tu vois, moi, j'ai une façon de fonctionner aussi très organisée, très stratège et tout. Et ces gars-là, ils étaient beaucoup dans le spontané. Tu sais, moi, j'arrive, je suis en mode, ok, avez-vous préparé vos freestyle et tout, nous devons filmer la vidéo, machin. Et eux, ils sont en mode, ah non, tranquille, ouais, je sais pas, je vais voir. Ah non, moi, j'avais besoin de tracer et tout, donc du coup, c'est aussi pour ça, je pense, j'aurais eu du mal dans une dynamique de groupe artistique parce que j'ai vraiment ma façon de faire. Et après, on le voit aussi que de toute façon, dans les groupes, c'est difficile. Genre, oui, ils finissent tous à un moment par avoir chacun leur carrière solo et tout parce que c'est une dynamique qui est dure à maintenir, c'est sûr. Exactement. Sur le long terme, ouais. De ouf. C'est assez compliqué, surtout que artistiquement, on a tendance à vouloir se révéler, se créer son propre univers aussi. Donc, ouais, effectivement, sur un groupe à long terme, je peux comprendre que après, ça je peut comprends que ça puisse donner de la force. Tu vois. Moi, c'est un truc que du coup, j'ai l'impression de percevoir dans certains jeunes groupes de rap, c'est ce côté où on se donne la force, on est ensemble. C'est de l'émulation, voilà, c'est de la compétition positive, entre guillemets aussi. Ouais, ça, je comprends. Donc, et moi, peut-être que la chance que j'ai de ce côté-là, c'est, comme je le disais, comme j'ai eu des parents qui m'encourageaient déjà beaucoup, j'avais déjà cette émulation à la maison. Enfin, même mon frère, ma sœur, limite, on faisait nos trucs ensemble, mais sans être un groupe, tu vois. Mais j'ai beaucoup chanté avec mon frère, avec ma sœur. Donc, j'avais ces encouragements-là et je prenais cette énergie et je l'utilisais pour faire mon truc solo ensuite. Mais ça, c'est une sacrée chance au final, en vrai de vrai.
Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, tes parents, justement, par rapport à ta carrière rap? Qu'est-ce qu'ils en pensent, là? Alors, ils sont hyper fiers. Ils sont hyper fiers. Mon père, au début, a eu plus de réserve. En mode, oui, ok, il m'a toujours soutenu en tant qu'enfant et tout. Mais par contre, il a plutôt une mentalité de, une fois que t'es adulte, bah voilà, faut se mettre en sécurité, faut trouver un bon travail et tout. Ce que j'ai fait un temps. Ce que j'ai fait un petit temps, mais enfin, j'ai fait pas mal de va-et-vient, en fait, entre le monde de l'entreprise et le rap. Et mon père, je suis en mode genre, ouais, tu vois, genre, allez, retaf. Ah non. La lumière, en fait, non. Donc, mon père a plutôt été inquiet. Et en fait, j'avoue que c'est plus cette année où quand vraiment, quand même, il y a eu de la visibilité, des trucs assez forts que j'ai fait et tout, il était en mode, ah, quand même, ok, franchement, juste bravo, juste continue à fond et tout. Mais au début, il était un peu inquiet, juste d'un point de vue économique, en fait, de comment tu vas faire pour gagner ta vie, tu vois. Clairement. Et par contre, ma mère, dès le début, elle était à fond. C'est ouf, c'est vraiment ma première fan, en fait, ma mère. Et carrément, bah, à l'époque où j'ai voulu, bah, j'allais dire reprendre, mais commencer à travailler, elle était limite contre. Elle était en mode, mais t'es sûr que tu veux travailler, mais regarde ta musique et tout, faut que ça prenne et tout, machin. Alors, j'avais 5000 abonnés, tu vois. Et elle était en mode, t'es sûr que tu veux taper, machin. Je te dis, mais faut aussi que je mange, tu vois. À fond en toi, quoi. Ah ouais, elle croyait à fond et tout. Elle vient quasiment à tous les concerts. Enfin, là, il y en a de plus en plus, donc elle peut pas venir à tous, mais en tout cas, en Ile-de-France, elle vient tout le temps. Et non, donc ils sont très très soutenants tous les deux au final. Petite question, excuse-moi, Romy, petite question que j'avais à poser justement au sujet de tes parents, même si ça peut être un peu indiscret, mais au final, est-ce que eux avaient cette âme d'artiste? Parce que quand tu parles tout à l'heure du fait que quand tu étais enfant, bah, vous avez été vraiment genre éduqués à exprimer vos émotions, à exprimer l'art que vous avez en vous. Est-ce que tes parents, eux, en fait, en amont, avaient déjà cette fibre artistique? Mais j'ai pas l'impression du tout. C'est fou. En fait, je pense que mes parents, ils étaient plutôt passionnés par des choses, genre passionnés de lecture pour mon père, ma mère passionnée de danse et de musique. Enfin, je sais même pas si c'est passionné, c'est juste plus qu'elle a peut-être grandi dans un environnement où la danse était très présente. Tu vois, elle a grandi à Dakar, au Sénégal. Mon père, il a plus grandi en France. Genre, il est né au Congo, mais très jeune, il est allé en France. Donc voilà, tu vois, genre du côté de ma mère, à chaque fois qu'on allait dans des réunions de famille, ça mettait de la musique, ça dansait et tout. Donc j'ai l'impression que c'était plus leur culture et leurs affinités, mais eux-mêmes, je les ai jamais vus développer de trucs artistiques. Ma mère, elle chante hyper faux. Voilà, tu vois, il y a vraiment pas eu ça du tout. Balle pour moi, balle perdue. Elle le sait, elle le sait. Et mon père, alors après mon père, comme il est en fait, il est genre chercheur, enfin enseignant-chercheur. Et du coup, il écrit beaucoup. Mais c'est pas artistique, tu vois, c'est plus dans la recherche. Mais il écrit, donc voilà, il y a peut-être, en tout cas, il a quand même une fibre d'écriture, quoi. Ouais. Pour plonger un peu plus, parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles de littérature, etc. Nous, Histoire d'Afrique, tu nous connais, Ida, on parle beaucoup de littérature aussi. Étant petite, tu avais vraiment cet environnement familial-là qui te permettait de t'exprimer et aussi d'apprendre énormément de choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu des œuvres littéraires qui t'ont marqué étant plus jeune? Alors, toute petite, c'était vraiment des livres pour enfants, mais c'est drôle, mais j'ai vraiment saigné La Comtesse de Ségur. Je sais pas si vous connaissez. Enfin, en gros, celle qui a écrit Les Malheurs de Sophie, c'est l'ouvrage le plus connu. Je sais pas, je kiffais le côté être plongé dans une autre enfance, une autre époque. Petite, j'avais un peu cette fascination pour la vie des enfants au 19e siècle, 20e siècle, enfin début du 20e siècle, etc. Donc voilà. Et beaucoup de BD aussi, petite. J'ai beaucoup lu genre Tom Tom et Nana. Les mangas un peu aussi. Et après, dans mes lectures un peu plus à l'adolescence, qui m'ont vraiment plus forgé et plus marqué, un auteur que j'adore, c'est Jack London. Il est surtout connu pour Martin Eden ou Cro-Blanc. Martin Eden, ça m'a choqué comme livre. En fait, je sais pas, il y a un truc de l'artiste qui se cherche. Pareil, t'es dans un autre contexte, un autre genre artistique parce qu'on parle de littérature, un autre pays, mais il y a cette quête là de Martin Eden et son rêve qui m'ont vraiment marqué. Et voilà. Après, j'ai aussi beaucoup lu d'auteurs noirs américains. Toni Morrison, beaucoup, qui est décédé il y a quelques années d'ailleurs. Et à son âme. Richard White aussi, avec Black Boy. En fait, en littérature américaine, noire américaine, ce que j'aimais pour le coup, c'est aussi pareil, le côté
découvrir les histoires. Ça parle beaucoup d'enfance aussi, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que de grandir noir dans l'Amérique ségrégationniste? Tout ça, c'est des récits qui me passionnent. Ouais. Et voilà. Et pour citer une dernière autrice que j'aime beaucoup, mais il y en a plein, hein, mais récemment, pour le coup, vraiment tout récemment, j'ai pas mal lu Marguerite Duras. Alors elle, pareil, ça parle de... Il y a beaucoup d'histoires autour alors, par exemple, il y a un barrage contre le Pacifique. C'est une histoire d'une famille à l'époque de la colonisation française en Indochine. Et en gros, l'administration française promet un peu que ce sera l'Eldorado pour les familles françaises qui iront là-bas, qui vont leur filer des terres, etc. Et en fait, tu découvres un paysage de la misère française là-bas, mais qui met encore plus la misère aux indigènes. Tu vois, enfin, c'est en mode vraiment les petits propriétaires terriens qui ont ce rêve d'Eldorado qu'on leur avait promis. Mais en fait, ils sont vraiment dans la campagne, ils sont pas genre dans le centre-ville où il y a les colons plus aisés, etc. Et non, voilà, je sais pas, c'est des récits dont j'aime me plonger, ça me fait voyager de ouf en fait. Et aussi l'écriture, genre vraiment l'écriture de Jack London, l'écriture de Marguerite Duras, c'est un truc qui m'a toujours fasciné de toute façon, les écrivains. Et peut-être dans une autre vie ou dans un autre rêve, j'aurais aimé être écrivaine, tu vois. Tu l'es peut-être déjà. Je sais pas, je crois pas. Pour l'instant, j'écris du rap, en tout cas. J'ai aussi trouvé ma passion dedans, mais c'est vrai que déjà petite, j'avais commencé à vouloir écrire des histoires. Et je te demande, non, comment ils font? Comment ils font? Il faut le dire. C'est du taf. C'est du taf. C'est vraiment du taf. Et c'est un autre, pareil, je sais pas, genre une chanson, ça dure 1 page et demie, quoi. Tu vois? Alors qu'un livre, enfin, je sais pas. Franchement, la construction, le scénario, le rythme de travail, je sais pas comment. Voilà. Voilà un peu mes peut-être même dans ta vie future, hein. Faut pas se fermer c'est ça, je me dis, qui sait, peut-être plus tard. Mais après, je sais même pas comment on fait, tu vois, pour, même dans la musique, il y a ce mystère de, mais comment tu fais pour devenir rappeur? Comment tu te formes et tout? Pareil, moi, les écrivains, je suis en mode, est-ce que c'est que des jeunes talents aussi qui, à force d'écrire, ils ont truc, ou est-ce que il y a des formations, est-ce qu'ils ont fait certaines études? Tu vois, je sais pas. Il y a une méthode. C'est sûr qu'il y en a, hein, tu vois. Oui, mais voilà, en gros, je me demande, genre, même si je dois écrire plus tard, je sais pas à quel point j'ai le background, tu vois, voilà. J'ai pas mais est-ce que tu te posais pas ces mêmes questions-là avant de commencer le rap, justement, avant de te lancer? Mais je crois moins, parce que peut-être le rap se voit quand même comme quelque chose de plus accessible, tu vois. Tu vois, tout le monde rappe et tout, donc t'es en mode, j'y vais aussi. C'est intéressant ce que tu dis, excusez-moi, c'est intéressant ce que tu dis parce que tout à l'heure, tu vois, tu parlais un peu du parallèle entre le rap de l'époque, de ton époque, quand tu étais un peu plus jeune, et c'est vrai que avec en faisant le parallèle avec le rap actuel, les jeunes se lancent un peu, tu sais, ils ont cette pulsion-là, ils vont se dire, bon, vas-y, il faut que je me lance dans le rap. Alors que par le passé, il y avait plus il faut que j'ai les bases, il faut que j'ai les basiques, il faut que j'ai la méthode, il faut que j'ai le texte, il faut que j'ai Donc, toi, justement, comment tu as fait pour acquérir cette méthode-là de base ou ces basiques-là à l'époque? Je pense beaucoup de consommation de rap et beaucoup de pratique. Vraiment, moi, initialement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement écouté de rap et de musique quand j'étais petite et même, moi, je me rends compte aujourd'hui, tu vois, que tout le temps que j'ai passé à faire mes fameux spectacles avec mes parents, à écrire dans ma chambre et tout, que ce soit du rap ou juste de la chanson, parce que plus petite, j'écrivais même juste des chansons, ça m'a fait pratiquer, en fait. Donc, écouter de la musique, la faire, et il y a vraiment beaucoup ce truc il faut beaucoup, beaucoup écrire juste pour avoir un truc potable un jour, tu vois. Et même moi, quand j'ai commencé à être un peu visible, t'as des gens, parfois, ils étaient choqués en mode, waouh, mais comment elle fait? Mais t'es trop fort. Tu sais, j'ai l'impression que t'as un don, tu sais. Mais en fait, tu l'as quand même pratiqué, hein. Donc, moi, ma méthode, ça a été, effectivement, il n'y a pas d'école de rap, je sais pas quoi, mais juste le fait vraiment, quand j'étais petite et ado, j'écrivais peut-être presque tous les jours, en fait. Et juste le fait de pratiquer comme ça, ça fait que, inévitablement, tu t'améliores, tu vois. Donc voilà. Et c'est aussi d'ailleurs, si j'ai un message à faire passer du coup aux jeunes artistes, j'ai vraiment ce message de il faut faire, parce qu'on peut avoir tendance, tu vois, à beaucoup se prendre la tête de non mais je peux pas, là mais là c'est pas abouti et tout. Vas-y, fais ton freestyle, va en open mic. On s'en fout, personne t'attend, personne te regarde et tout. Faut vraiment se lancer. Et même dans les phases où t'es là, tu vas sortir tes premiers sons. Pareil, c'est trop bien en fait cette période où t'as pas encore d'audience, il y a pas encore une attente. Et il faut sortir les sons. Genre, même si t'as l'impression que c'est pas abouti et tout, il faut les sortir parce que,
Même, ça va t'apprendre encore d'autres aspects du métier, de comment juste gérer une sortie, comment faire la promo et tout. Et il y a toute une période où tu es obligé de te casser la gueule et d'expérimenter et tout. Moi, j'ai connu cette période-là aussi. Ouais. Même quand je repense à ma communication sur les réseaux sociaux, quand j'ai commencé et tout, je me dis, ah, putain, gênant et tout. Mais en fait, je l'ai fait et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ma communication, elle est bien. T'es obligé de passer par un truc où ça va pas être parfait, en fait. Ouais. Mais du coup, je te retourne ce conseil-là pour le côté écriture. Ouais, exactement. Bon, après, c'est vrai, le côté livre, ouais, exactement. Non, mais t'as raison. Mais je veux pas te Non, mais détourner de ton fou. attention. Là, en ce moment, t'es plus dans le rap. Mais c'est vrai que, voilà, ne t'oublie pas sur cette dimension-là. Il faut faire, en fait. Il faut le faire. C'est vrai, t'as raison. Ouais, fort. Mais du coup, là, on a parlé de ta méthodologie, on a parlé de tes inspirations. Maintenant, j'ai envie de rentrer un petit peu plus dans le contenu de ton rap. Il y a, tout à l'heure, en plus, tu citais Toni Morrison. Ouais. Et tu citais aussi, enfin, il y a un son qui a un peu été la révélation de ta carrière, qui s'appelle Sélection féminine. Ouais, c'est Il y vrai. a eu d'autres sons au-delà de ça qui ont quand même une dimension très féministe. Je pense notamment à Bonne Fête. Ouais, de ouf. Qu'est-ce qui t'a plongé justement dans ce rap qui incarne ton engagement envers la féminité, envers les femmes? Bah, c'est vrai que l'aspect engagé et féministe est vraiment présent dans mes textes, même si j'aime aussi rappeler que je suis sur aussi d'autres registres. Parfois ça va être festif, parfois ça va être ego trip et tout. Ouais. Mais en fait, je pense que mon rapport au rap et la façon dont j'ai découvert le rap et je me suis lancée dans le rap, c'est lié à l'engagement sociétal, en fait. Genre, en gros, je pense qu'il y a d'autres artistes qui ont peut-être une autre rencontre avec le rap, mais moi, ma rencontre, c'est vraiment à une époque où je suis en mode, je découvre les réalités du racisme, je découvre les inégalités sociales. Genre, j'ai peut-être 12-13 ans, je commence à me rendre compte un peu non pas que, genre, avant, j'avais vécu des trucs, mais en fait, je commence à me rendre compte que c'est systémique, tu vois, à 12-13 ans. Je commence à me dire, ah, mais le monde, il est foutu comme ça. En plus, genre, mine de rien, dans mon fameux collège catholique, là, ils nous sensibilisaient beaucoup aussi, du coup, à la pauvreté et tout, parce que, tu vois, genre, les milieux catholiques, ils sont quand même grave dans l'aumône, la charité, etc. Donc, ils nous sensibilisaient beaucoup à ça. Et donc, du coup, moi, de base, c'est un peu indissociable au début, ma rencontre avec le rap et les sujets de société dont j'ai envie de parler, sur lesquels j'ai envie que ça bouge. Donc, je pense même que dans mes premiers textes de rap, je parle limite plus d'inégalité en général et plutôt de classe sociale, etc. et de racisme que de féminisme au tout début, tu vois. Parce qu'en plus, le rap à l'époque, ça parle pas du tout de féminisme. Donc, voilà, je suis un peu plus dans les messages que je découvre. Et en fait, j'ai eu cette même prise de conscience-là sur le féminisme plus tard, que j'avais eu plus jeune sur le racisme et les autres inégalités, tu vois. Genre, un peu, je sais pas, vers la fin de l'adolescence ou le début de la vingtaine, je suis en mode, allez, merde. En fait, les trucs aussi que je vis, moi, en tant que femme, en fait, c'est systémique, en fait, c'est répandu et tout. J'ai la même prise de conscience. C'est une époque aussi où les contenus de sensibilisation aux violences sexistes sont de plus en plus accessibles sur les réseaux sociaux et tout. Y a beaucoup de défauts et de points négatifs sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi pour moi ce truc hyper positif, je trouve, où ça a rendu beaucoup d'informations accessibles à beaucoup de gens. Donc voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a les podcasts, et en fait je commence à vraiment ressentir ça. Et puis il y a aussi à la même époque, mine de rien, la vague MeToo. Et tu vois, typiquement Bonne Fête, je l'ai écrit 1 an après MeToo. En fait, c'est un peu un cocktail je suis en train de me rendre compte de à quel point toutes les violences de genre, les violences sexistes sont diffuses, sont partout et sont à toutes les strates de la société. Et du coup, Bonne Fête, typiquement, je l'écris un peu en mode j'ai envie de tout sortir, tout ce que j'ai percuté, tout ce qui me choque, tout ce qui me révolte sur les violences sexistes, les violences de genre. Et voilà. Alors, c'est un peu ça, hein. En fait, c'est pour ça que c'est aussi présent dans mes textes, c'est que ma rencontre avec la musique, ça va aussi en même temps que ma rencontre avec tous ces sujets-là, quoi. Mais justement, tu es assez présente sur les réseaux. Tu disais dans une autre interview que parfois ça avait tendance à te marquer aussi, la manière dont tu recevais certains retours. Est-ce qu'avec Bonne Fête ou avec d'autres titres du genre qui sont quand même très affirmés, qui disent les termes concrètement, tu rencontres une opposition qui te prouve quelque part que ces textes-là ont encore du sens aujourd'hui?
Peu, mais en fait, non, pour le coup, Bonne Fête, il y a toujours masse de soutien. En fait, j'ai un peu le rituel où tous les 8 mars, je vais repartager le son. Parce qu'en fait, en gros, Bonne Fête, à l'époque où il est sorti, j'avais vraiment pas la visibilité que j'ai aujourd'hui. Donc, il est plutôt passé inaperçu au début. C'est plus, je crois que c'est vers 2023 ou 2024 que je l'ai poussé sur les réseaux sociaux. Mais de base, je crois, les premières versions de Bonne Fête, parce qu'il a eu plein d'histoires, mais la première version, c'était vers 2019. Il n'est pas sorti. À l'époque, j'avais des soucis avec des producteurs indés et tout. Le son sortait pas, machin. Et du coup, quand je le pousse vers 2023 ou 2024 sur les réseaux sociaux, c'est là où vraiment j'ai de la visibilité et que ça prend. Et franchement, dans 99%, c'est toutes les personnes sensibles à ce sujet-là qui s'en emparent, qui le diffusent en mode... donc, il y a plus, quelque part aussi, un entre-soi, tu vois, dans la diffusion de Bonne Fête. Il y a beaucoup ce truc de... Putain, trop cool, on a notre son, tu vois. Alors oui, après, de temps en temps, tu as un mascu qui va se retrouver là, sur la maison, en mode, qu'est-ce que je fous là? Et qui va dire, ah, qu'est-ce qui se passe et tout, en commentaire, mais il est noyé par tous les commentaires de soutien et tout. Donc, en fait, sur des sons purement féministes comme Bonne Fête, j'ai plutôt du soutien. Et en fait, ça va être plus sur des sons pas particulièrement féministes ou juste qui parlent d'autres choses, ego trip ou juste personnel, que là je vais avoir des critiques que je trouve pour le coup assez gratuites, et juste parce que je suis une femme ou juste parce que je suis noire, tu vois. Enfin, juste parce que je suis une femme, déjà ça c'était courant parce que je fais du rap et tout. Et le côté noir, j'ai été choquée par contre, parce que déjà dans le rap, vas-y, enfin il y a des noirs, tu vois, donc ça ne devrait pas être trop une surprise. Mais en gros, genre non, récemment, là où j'étais choquée, c'est que il y a un réseau social qu'on a un peu oublié qui s'appelle Facebook. Et moi genre mais enfin j'étais pas du tout active sur Facebook, en tout cas il se passait rien, tu vois. Et je sais pas pourquoi cette année, d'un coup, je sais pas ce qu'ils ont fait l'algorithme ou quoi, d'un coup mes vidéos Facebook elles ont commencé à faire pareil des centaines de milliers de vues. J'ai pris cher. J'ai pris cher. Alors là, genre, c'est une autre audience. C'est genre musique d'esclave, tu vois. C'est ça les commentaires. Non, c'était vraiment, j'étais en mode, moi je suis juste en train de faire mon freestyle et tout. Non, vraiment sur Facebook j'étais choquée. Mais je cite ça parmi d'autres, hein, mais vraiment c'est des commentaires vraiment gratuits. Autant tu sais genre les commentaires sexistes, t'arrives un peu à lire le truc en mode ça les dérange parce que je suis une femme qui fait du rap. Enfin c'est intolérable, mais je comprends pourquoi. Les commentaires racistes, je comprenais, j'ai toujours en mode non c'est juste pour être raciste, tu vois. Non, Facebook c'est un autre monde. Vous m'avez choqué quand même. Méta est vraiment dans une méta. Vraiment. Le retour de Facebook. Parce que tu connais un peu les trucs. Moi, Insta, c'est vraiment mon réseau de prédilection. Donc, ça va. J'ai plutôt, en grande majorité, du soutien. TikTok, j'ai découvert un petit peu les trucs, un peu de gosse. TikTok, c'est un peu plus violent quand même. C'est un peu plus violent, mais voilà. Je sais pas, c'était aussi un peu plus ma génération. Donc, je comprenais aussi un peu. X, je suis pas dessus. Et mes trucs ont pas trop pris sur X. Mais Facebook, j'étais en mode, d'accord. C'est ça que vous êtes comme ça entre vous sur Facebook. C'est tellement une folie. Tout à l'heure, tu parlais de stratégie, de mettre en place des choses pour d'un cadre, le cadre est très important pour toi. La question que je voulais te poser, c'était quelle stratégie tu as mis en place pour justement te permettre d'avoir une forte visibilité et d'exploser aux yeux du monde. C'est une bonne question. En fait, je pense que j'ai une stratégie avant Diamant Noir et une stratégie pour Diamant Noir, donc avant 2025 et après 2025. En fait, avant 2025, je pense que j'ai une stratégie un peu inconsciente ou un peu par défaut de juste être présente partout. Genre vraiment, je vais dans tous les open mic possibles. Je postule à tous les tremplins, les dispositifs possibles. J'ai fait beaucoup de tremplins qui m'ont vraiment porté, qui m'ont vraiment aidé à comprendre l'industrie musicale, à avoir de la visibilité aussi, de l'expérience. Donc en fait, j'ai vraiment une stratégie de dalleuse en fait avant 2025. C'est en mode je suis sur tous les fronts, en fait. Voilà, je suis partout. Et c'est la seule stratégie. Du coup, il y a plein de lacunes dans le projet. Il y a des lacunes sur l'image, des lacunes même sur le son. Mais en tout cas, on me voit. Enfin, en tout cas, je me montre autant que possible. Et je suis aussi dans un truc avant 2025 où pour moi, je suis persuadée que j'ai besoin d'avoir un label parce que c'est un des accompagnements qui existe aussi pour les artistes. T'as plein d'artistes qui sont, la plupart en vrai sont en label et c'est comme ça que je fais marcher une carrière. Et pour moi, c'est ma prio à cette époque. Donc je suis en mode, il faut que je sois visible, faut que je sois repérée. Voilà. En fait, genre avant 2025, je suis en mode, je veux être repérée. De ce point de vue-là, ça aboutit pas vraiment parce que je suis plutôt repérée par des petits producteurs indés, pas par des labels vraiment en place et tout. Et du coup, typiquement, c'est des producteurs qui découvrent un peu le music business en même temps que moi,
je suis un peu leur crash test. Genre, ils ont pas développé d'autres artistes avant moi. Et du coup, bah, tu vois, toujours en parlant de stratégie, il y en a pas vraiment, quoi. Il y en a pas vraiment, si ce n'est de faire de la musique, de s'améliorer artistiquement. C'est des personnes qui artistiquement m'apportent beaucoup, genre qui m'aident à m'améliorer en studio et tout, mais en termes de stratégie, il y a pas grand chose. Et le retour que je commence à avoir finalement de certains labels, d'un peu loin à cette époque-là, c'est on voit pas qui est Jushani, en fait. Genre, on la voit partout, mais et en plus, quand je te dis on voit pas qui est, c'est que on parle vraiment d'un personnage artistique, tu vois, parce qu'il y a ce truc-là aussi que tu dois intégrer, qui est dur quand t'es artiste, qu'en fait, tu peux pas que être toi. Tu dois vraiment mettre en packaging une image, un produit artistique et tout, parce que c'est comme ça que ça marche. Le public, c'est comme ça qu'il va vraiment s'identifier. Les maisons de disques, c'est comme ça qu'ils vont vraiment te faire confiance et tout. Donc, on est vraiment dans un truc de marketing, en fait. Et donc, à l'époque, on me fait beaucoup ce retour-là. C'est cool, t'as la dalle, tu kicks bien, t'es partout, t'es dans tous les freestyles, les web radios, les machins et tout. Mais d'un point de vue marketing, on voit pas trop où t'es, quoi. Et du coup, au moment de sortir Diamant Noir, je suis dans une phase où, en fait, je monte mon propre label. Genre, je deviens vraiment ma propre productrice. Et j'attaque ce sujet-là de, OK, il y a l'image et le marketing à bosser. Moi, je viens aussi du marketing. Du coup, j'ai bossé en entreprise de marketing avant. Du coup, du point de vue vraiment, genre, on va dire, marketing, ciblage, réseaux sociaux et tout, je suis assez autonome. Mais par contre, sur l'image, je sens que j'ai vraiment besoin d'aide. Et du coup, j'embauche pour Diamant Noir une DA image. Donc, c'est vraiment des métiers finalement courants dans l'industrie musicale. En fait, quand t'es en label, t'as tous ces métiers-là autour de toi. Et moi qui étais en indé, enfin voilà, j'ai mes managers, j'ai une boîte qui s'occupe de mon tour. Mais côté vraiment sortir des musiques et tout, j'étais un peu solo quoi dessus. Et du coup, j'embauche du coup dédicace à elle, elle s'appelle Elisa Sino. Et c'est la personne qui a bossé toute la DA, tout l'univers visuel de Diamant Noir. Shout-out Elisa. Ouais, vraiment shout-out. Très fort. Et du coup, en fait, quand je la rencontre, je lui explique un peu, voilà. Moi, j'avais déjà mon concept, du coup, storytelling du Diamant Noir, le diamant qui est différent, mais aussi précieux que les autres. Donc, je lui explique, voilà, le carbonado, c'est une pierre, c'est comme ci, comme ça. Je lui dis aussi un peu les messages quand même, les valeurs que j'ai envie d'inspirer, la confiance en soi, croire en ses rêves, etc. Elle est en mode, OK, say no more. Elle dessine son truc et tout. Et vraiment, les premières, et c'est parce que il y a vraiment eu un switch sur la visibilité que j'ai eue à ce moment-là. En fait, vraiment, avant Diamant Noir, j'ai ma petite communauté et tout. À partir du moment où on commence à sortir les visuels qui ont été pensés par cette fille-là, c'est là que ça devient viral. Genre, il y a vraiment, j'ai à la fois la bonne musique, à la fois la bonne image. J'ai ma petite touche un peu de marketeuse, où en fait, je mets mes petites accroches sur les réseaux sociaux en mode... et ils disent que le rap n'est pas pour les femmes. Alors que, tu vois, genre, j'ai plein d'accroches comme ça. Et la sauce prend. Et voilà. Donc, la stratégie, elle est vraiment sur quel storytelling, quelle image vraiment affirmée très fort. Et je pense que c'est important de dire que, enfin, moi, en tout cas, dans ma stratégie, il y a aussi ce truc-là de déléguer. Déléguer, c'est aussi investir, parce que du coup, c'est des gens que tu dois rémunérer. Bien sûr. Mais il y a des artistes, après chacun a sa méthode, mais il y a des artistes qui sont très dans je vais tout faire moi-même et tout. Moi je suis comme ça sur l'écriture, vraiment genre l'artiste, mon œuvre artistique, je vais la faire moi-même, mais par contre voilà, pour la strat, pour le mix master, pour même les compos, tu vois, je bosse avec des beatmakers. Et pour l'image, pour tout, il faut savoir déléguer, s'entourer et du coup investir dans ces personnes-là, tu vois. Mais du coup, c'est quand même assez dingue parce que quand on regarde tout ça de l'extérieur, beaucoup de gens peuvent être amenés à penser que tu es déjà labellisé, que tu es déjà sous label pro, etc. Bon, après, c'est le cas, c'est le tien. Ouais, c'est ça. J'ai un label, mais c'est ça, exactement. Mais du coup, quelle est ta posture par rapport à tout ça? Est-ce que tu arrives à gérer déjà de 1 et de 2, au final, est-ce que dans le futur, si on te propose quelque chose qui t'intéresse en termes de label privé, tu vas sauter sur l'occasion ou vraiment tu préfères préserver cet univers-là parce que ça te laisse une liberté absolue en termes de création artistique? En fait, un peu les deux. Parce que j'ai envie de préserver ma liberté artistique. Vraiment, ça, c'est à tout prix, quoi. Enfin, je peux vraiment pas sacrifier ça. Pourquoi? Pour l'engagement que... Non, je pense pour tenir le coup,
en vrai, genre mentalement. Parce que effectivement, c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices et tout. Alors si en plus tu te retrouves pas dans ce que tu fais, je vois pas que, enfin, il y a plein d'artistes qui pètent des câbles justement, et c'est peut-être parfois à cause de ça, tu vois. Enfin, aujourd'hui, je trouve les artistes ils sont de plus en plus indépendants, ou voilà, ils arrivent de plus en plus à affirmer leur truc, mais je sais pas, les histoires d'artistes des années 2000, enfin, ils ont tous pété des câbles, en fait, parce que justement, il y a ce truc où à un moment, le label t'impose une vision, et peut-être que, voilà, du coup, t'as plus rien, genre, t'es épuisé à faire des trucs qui te parlent pas, tu vois. Donc, du coup, non, moi, c'est vraiment pour avoir du sens et garder cette passion, cette motivation, j'ai besoin d'être libre de ce que je veux faire, tu vois. Genre, quand je suis sur scène, par exemple, j'ai besoin de juste être en train de m'éclater parce que je chante des chansons que je kiffe, parce que je les ai choisies, je les ai écrites et tout. Et c'est ça qui me fait tenir, et c'est ça qui fait que je peux enchaîner des concerts et tout. Si pour venir chanter des chansons qu'on m'a imposées, perso, je pense que je tiendrais pas autant, tu vois. Donc, voilà. Et après, mais par contre, je commence à sentir aussi le plafond de verre, les limites d'être en autoproduction. Et surtout le côté où c'est deux métiers vraiment différents, productrice et artiste. Et trop dur de faire les deux à 100%. Donc en fait, là, j'ai de plus en plus envie de faire artiste à, allez, 80%, productrice à 20%, tu vois. Mais du coup, genre, j'ai besoin de trouver effectivement un partenaire qui vient s'adapter à mon environnement, qui est que, en gros, j'ai mon label, donc je suis pas dans le cadre d'une artiste où t'arrives comme ça et tu vas être en contrat d'artiste, et du coup, dans ces cas-là, effectivement, le label va modeler toute ta stratégie et tout. Moi, je recherche plus un partenariat, tu vois, en mode une maison de disque ou un label qui va s'associer au mien. C'est un modèle qui est de plus en plus répandu, surtout dans le rap. Franchement, dans le rap, on a vraiment démocratisé ça, ce truc de, en fait, on se finance nous-mêmes, on a nos équipes, mais du coup, on va pas venir tout donner au label en mode contrat d'artiste. On va venir trouver des partenariats de licence ou de distribution ou de coproduction. Donc vraiment, moi, c'est ça que je cherche, c'est pour avoir à la fois une plus grosse force de frappe, plus d'équipes qui vont aider à faire découler le projet, et à la fois garder la maîtrise sur ma musique, mes masters, tu vois, notamment voilà, juste le fait de garder la propriété des masters et la décision sur les masters, la musique que tu fais, c'est primordial pour moi, quoi. Voilà. Totalement. Très très clair. Mais du coup, j'ai envie de revenir un petit peu sur ta dimension un peu littéraire, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ton papa, lui, il est essayiste. Est-ce que du coup, dans ton influence, justement, et dans ta prise de conscience sur les inégalités sociales, il a eu un rôle? Et si oui, enfin, quels sont ces livres que tu as lus qui t'ont marqué aussi? J'ai pas lu. Désolée, papa. Non, j'ai pas lu. Ah non, ces livres, il faut s'accrocher, hein. C'est vraiment des trucs d'intellectuels, académiques, C'est lourd. Mais je les ai, hein. Genre, je suis fière et tout. Je les ai à la maison et tout, mais j'ai lu l'introduction, quoi. Non, mais alors en plus, c'est sur des sujets quand même. La préface. Je te jure. C'est des sujets très spécifiques. En fait, c'est beaucoup. Alors, soit ça va être des sujets sur le développement en Afrique et tout, soit parfois des sujets sur Internet et tout. Enfin, je sais pas, c'est quand même des trucs assez spécifiques. C'est pas les essais très accessibles que tu vas trouver en librairie, les trucs de 30 pages. C'est très académique, quoi. Voilà, voilà, sa cible, c'est quand même les académiciens, quoi. Donc, voilà. Mais par contre, on a beaucoup discuté avec lui. Je dis on parce que j'inclus mes frères et sœurs. Il nous a beaucoup sensibilisé à l'histoire des relations Europe-Afrique. Enfin voilà, lui il vient d'Afrique, il a ses enfants en France. Lui-même en arrivant d'Afrique, il est confronté à plein de problématiques de racisme. Il voit que nous aussi ça commence à nous toucher à l'école. Donc en fait, il a vraiment eu ce truc de faut que je leur explique l'histoire, faut que je leur explique je leur donne les bonnes valeurs de tolérance, de respect de la différence et tout, pour qu'ils soient armés pour affronter tout ça. Parce que, oui, enfin, vraiment, petits, mes frères et sœurs et moi, on a été confrontés forcément à ces trucs de racisme et tout. Et du coup, il nous a appris, voilà, à être fiers de nos origines, à comprendre pourquoi il y avait ces rapports de domination, etc. Donc, on a beaucoup discuté avec lui, et moi, ça m'a, je pense, bien armé pour affronter tout ça, quoi. Ouais, vraiment. C'est fort. C'est fort ce qu'il a fait. Mais du coup, est-ce que vous êtes repartis avec eux au Bled, justement, que ce soit au Congo ou au Sénégal? Alors, au Sénégal, beaucoup. On va beaucoup au Sénégal depuis que je suis petite, donc du côté de ma mère. On y allait tous les étés. Maintenant qu'on est un peu plus grand, c'est quand on peut et tout, mais enfin voilà, j'y suis allée presque tous les étés de toute ma vie, quoi. Et
voilà, là-bas, j'ai mes cousins, ma famille, on a nos petites habitudes, on est beaucoup à Dakar. Après, voilà, on va dans d'autres coins, Saly, etc. Il y a la Casamance que j'ai jamais fait, ça c'est ouf. Alors que ça fait des années Je que te conseille. ouais, franchement, Dingue. c'est ça, j'abuse, j'ai hâte. Et voilà. Et par contre, malheureusement, le Congo, bah, j'y suis jamais allée. Ok. En fait, mon père a pas trop de lien, a pas gardé trop de lien avec le Congo, que ce soit avec le pays, etc. Et du coup, ça reste, enfin, en fait, du coup, c'est un peu en goal, genre, faut que j'aille au Congo, faut que j'aille découvrir et tout. Mais je sais que du coup, je vais y aller un peu en mode touriste. Ça me fait bizarre, tu vois. Alors qu'au Sénégal, j'y vais en mode famille, enfin local. J'y vais, enfin, je vais pas dire, je suis pas une Dakaroise, mais je veux dire, j'y vais pas en mode, je vais dans un hôtel. Enfin, je suis avec ma famille et tout. J'ai mes habitudes de local, tu vois. Alors que quand je vais aller au Congo, je vais être en mode, je découvre comme si j'allais dans n'importe quel autre pays, tu vois. Alors que j'ai des origines de là-bas et tout, mais c'est vrai que j'ai pas. Finalement, je n'ai de Congolais que les origines. J'ai pas de lien culturel ou de vie avec le Congo, tu vois. Mais, Voilà. mais même au-delà de ça, enfin, j'ai découvert aussi que même tes parents, leurs grands-parents avec d'autres origines aussi. Ouais, c'est vrai. Donc il y a un vrai melting pot dans ta famille, côté maternel, Cap-Vert, Bénin. Ouais, tout à fait. Côté paternel, Angola. Angola. Ouais. Est-ce que, au final, enfin, ça te donne envie de faire, de remonter un petit peu aussi comme ça? Ouais, de fou. J'ai vraiment envie de creuser un peu l'arbre généalogique et surtout de voir d'autres pays d'Afrique, en fait, parce que c'est ouf, mais en fait, je suis allée qu'au Sénégal, quoi. En Afrique, je vais au Cap-Vert bientôt, pour la première fois. Donc voilà, ça y est, l'itinéraire commence sur les traces de mes origines. Mais ouais, ça donne envie de voir d'autres pays et tout. Et Sur quelle île? Ah là là, de tête, je sais plus, mais on va en faire 4. Donc après, parfois, là, je confonds encore les villes et les capitales, mais genre du coup, Sao Vincent, Salles, je pense, je vais faire. Et puis j'en fais 2 au sud et 2 au nord, quoi. Et bon, voilà, bah là, de tête, je les ai plus. Je les ai plus, mais ouais, ça promet, ça va être trop cool. Et vu que t'es sur Ida, on va quand même te poser une question aussi assez basique. Est-ce que tu écoutes de la musique africaine et si oui, quelles sont tes influences, on va dire? Franchement, j'ai écouté que Youssou N'Dour en musique africaine. Là, je me confesse. C'est déjà Youssou N'Dour, Magic System. Et ouais, non, franchement, ça, c'est un peu un de mes regrets. J'écoute pas beaucoup de musique africaine. J'écoute beaucoup de musique avec des influences africaines parce que maintenant, ça s'est exporté, tu vois. Après, si, ouais, j'écoute les musiques nigérianes et tout. On va dire, du coup, j'écoute africain mainstream, tu vois. Je vais écouter Rema, etc. Burna Boy et tout. Mais en fait, j'écoute pas beaucoup de musique africaine, on va dire, traditionnelle, tu vois. Mais j'écoute quand même du Mbalard, voilà. J'écoute, je ne cite que Youssou N'Dour, mais il y a plein d'autres artistes, juste là, les noms m'échappent. Youssou, c'est le GOAT. Ouais. On va lui laisser sa place de GOAT. Donc voilà, mais après, s'il y a dans les commentaires, il y a des gens qui veulent donner des recos et tout, d'artistes africains, c'est avec plaisir. Balancez vos rêves dans les commentaires, c'est important. Du coup, ouais, est-ce que, au-delà de ça, même dans ta dimension artistique, tu aimerais justement pouvoir te reconnecter avec des artistes du continent, faire des choses là-bas? C'est une piste possible. En fait, en plus, comme je le disais au début, je suis encore dans une période d'exploration. Donc, c'est une période où j'ai envie d'aller chercher aussi de ce côté-là, du côté influence africaine et tout. Mais après, je me dis, je suis quand même... faut trouver le bon mélange parce que je suis quand même vraiment dans de la trappe, tu vois, dans ce que je fais et tout. Donc, mais ça pourrait être très cool de trouver la bonne rencontre avec un artiste africain, le bon cocktail et tout, qui va nous faire créer un truc à la fois unique, empreinte ces influences là et qui est quand même un peu dans ma DA actuelle, très trap, très trap et faire quand même, quoi. Et ici en France, du coup, quel est le feat qui te ferait rêver? Ouais, grave. Parce que, franchement, il y en a plein, hein, mais parce que tu sais. Je pense avoir quelques réponses en tête, mais c'est trop dur de répondre à chaque fois à le feat, tu vois. Alors, le feat, si tu nous donnes plusieurs. Je vais donner deux pistes. Déjà, il y a un peu les feats des artistes que j'ai écoutés plus jeune et dont j'étais fan, tu vois. Donc, j'en ai déjà cité tout à l'heure, donc pour donner une nouveauté, par exemple, Orelsan, tu vois. Orelsan, vraiment, quand j'étais ado, j'ai saigné. Il a aussi... Alors après, c'est devenu plus grand public, on va dire, mais dans ses premiers projets, l'écriture et tout, c'est très cynique, c'est très, très technique et tout. Donc voilà, j'aime aussi beaucoup ce qu'il a fait récemment. Donc, un feat de rêve pourrait être Orelsan,
mais beaucoup par rapport aux artistes qui m'ont donné envie d'être artiste, tu vois. Ouais. Mais comment Et t'as après- réagi sur les sauces à l'époque? Parce que Orelsan, on l'a beaucoup targué de Ouais, misogyne, ouais, de justement. Grave. Qu'est-ce Bah, que t'en en penses, fait, toi? Je pense que, moi, vraiment, je pense à l'époque, il a vraiment eu une attitude misogyne, tu vois. Après, je suis un peu en mode, on est tous en train d'apprendre. Donc, en gros, pour moi, l'essentiel, enfin, je crois avoir l'impression qu'il a compris aujourd'hui et qu'il regrette. Pour moi, je rectifie. T'es Orelsan, c'est bon, si tu regrettes, c'était quoi? C'était, Saint-Valentin. Orelsan. Ouais. On te voit. Ouais, parce que en fait, je trouve que, en fait, à la fois, oui, tu peux faire du cynisme dans l'art et tout, c'est fait pour ça aussi, mais Ouais. on sent bien à l'époque qu'il avait pas conscience, Ouais. en fait, du phénomène de violence sexiste que nous on subit déjà, et donc tu viens rajouter une couche sans te soucier, sans t'être déjà sensibilisé à ça, tu vois. Ouais. Donc il y a un peu ça. Donc du coup, non, à l'époque, en vrai, j'étais déçue et tout. Il était sur vraiment le coup. perdu d'avance. Je te jure. Je te jure. Banger. Mais en plus, je pense Bravo, que monsieur, bravo. parce que ce son, il y a un truc dans les timings où je crois Perdu d'avance, il sort après Sale pute, je pense, mais enfin je sais pas, mais en fait moi je sais que je pense que j'écoute Perdu d'avance sans connaître cette histoire-là. Ouais. Donc d'abord je kiffe, après je découvre ça, je suis en mode quoi? Après et après je le vois, mais en fait il y a plein d'artistes, que ce soit sur la misogynie, l'homophobie, Oui. plein de discriminations qui étaient pas du tout éduquées. Ouais. Et en fait, je leur accorde ce temps de s'éduquer, de prendre conscience de plein de choses. Tu vois, peut-être, enfin, il y a plein d'autres sujets auxquels moi aussi je suis peut-être pas encore assez sensibilisée. Ça peut être sur la santé mentale, ça peut être sur les handicaps et tout. Ou un jour peut-être je vais dire une dinguerie, mais en tout cas, l'important c'est de chercher à comprendre et de chercher à s'éduquer. Tu vois. Donc voilà, pour Orelsan, c'est un peu comme ça que je le perçois. Ouais. Et voilà. Et après, une artiste peut-être plus récente et tout qui m'a mis une claque, Théodora. Je crois que je citais tout à l'heure aussi. Ouais, tu as cité. Ce serait incroyable une collab. J'attendais un jour. cette réponse. Non, franchement, Théodora, gros big up, incroyable. La goth, hein, franchement, ce qu'elle fait, c'est incroyable. Ouais, faut le dire. Faut le parce dire, que faut le dire. Aujourd'hui, tout le monde est unanime en fait avec Théodora. Ouais. C'est vraiment. incroyable. Pas de... Vraiment. Et du coup, est-ce que tu as d'autres artistes à l'heure actuelle que tu écoutes et que tu kiffes, genre que tu trouves incroyablement fort Ouais, plein. Franchement, je sais pas, ça peut être en rap La Fève, Maëro. La Fève, c'est trop C'est mon mon gars. gars. La Fève, franchement, très C'est chaud. trop le gars de Bambi en plus. Non, trop fort. En vrai, attends, je sais pas, là, j'avoue, ça, carrément, ça. Je sais pas, il y a Danil, enfin, il y a trop de, ouais. Après, j'écoute tout, Dani, en fait, je connais pas trop. on va dire peut-être le seul rap que j'écoute moins, c'est le rap très drill, très, Ok. tu vois, Ok. mais sinon, tous les trucs où il y a un peu, Non, je sais par pas, exemple, la drill UK, c'est pas trop ta cam. si, peut-être, si. Ah, Non, je vais faire moins, tu vois. Ouais, En fait, c'est en clairement. mode, tu vois, par exemple, Gazo, Gazo, oui, ouais. j'écoute parce que juste il fait des hits et je kiffe en Ouais. soirée, mais Ouais. j'écoute pas l'album. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, écoute son premier quand même. Parce que Drill Le premier- FR, c'est quelque chose. Ouais, c'est quand même un classique. Drill Non, FR, c'est- de fou. Mais non, voilà. Et après, j'écoute aussi beaucoup de pop ou de variétés françaises. Ok. Je suis aussi dans les nouveaux Ok. artistes variétés françaises. J'aime beaucoup des artistes comme Yoa, je sais pas si vous connais pas voyez. du Ok. Du coup, je recommande aussi YOA, Ouais. Ok. Solane, et même genre la Star Academy. Ouais, non, mais let's go, ouais. genre, genre Marguerite de la Star Academy, par exemple, j'adore. Elle vient de Je vois pas sortir du tout. un EP. Ouais. Elle a fait la Star Academy l'année dernière. En fait, la Star Academy, ça a repris genre il y a 2-3 saisons. Ouais, c'est ça. Mais Tu là, vois, au début, j'étais dubitative. Genre, première saison, j'étais en mode, ils refont la Star Academy, bizarre et tout. Ouais. Et après, c'est ma petite sœur qui m'a mis dedans l'année dernière. Et en fait, j'allais dire sous-côté, mais en fait, non, parce que, en fait, c'est une audience de ouf, la Star Ouais, de ouf. Mais on va dire, pour moi, dans ma tête, c'était sous-côté Ouais, auprès de de ouf. Shiny, tu vois. Mhm. En mode, du coup, l'année dernière, j'ai commencé à regarder. Et en fait, ça m'a trop touché. Genre, le fait de voir, finalement, des jeunes artistes juste qui suivent leurs rêves. Ouais. Tu les vois. En plus, la Starac, c'est en mode, même si c'est une télé-réalité, c'est quand même très, très axé sur l'artistique. Ouais. Donc en fait, c'est très centré sur, on les voit, ils vont prendre les techniques de cours de chant, Ouais. les techniques de présence scénique et Ouais, tout. grave. Et du coup, tu les vois. Moi, je suis là, je prends des ok, truc. Et tu les vois genre évoluer de prime en prime. Ouais. Tu les vois quand ils arrivent à la Starac, le fait qu'ils pratiquent, qu'ils apprennent et comment On ils les sont sur leur aiguise, en dernier. fait. Ouais. Ah ouais, ça, je On trouve les ça vraiment aiguise à passionnant. mort. Tu les vois vraiment évoluer. Tu les vois évoluer. c'est Là incroyable. où, bon, on a réussi ici LP.
Là où Nouvelle Nouvelle École, école, t'allais dire, ouais. je trouve que c'est C'est plus moins- télé-réalité. c'est moins aiguisé. C'est ça, c'est plus scénique. Ouais, 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 c'est plus totalement. Ils ont moins de, ouais, on les fait moins travailler, je trouve. Enfin, Bah, on les jette dans l'arène. C'est vraiment débrouille-toi, tu vois. c'est Ce qui est genre, une vous façon êtes, aussi de vous avez... On leur dit c'est fait. ça. Ouais, on leur dit fait. C'est aussi une façon de travailler. Ouais, bien sûr. Mais ouais, c'est un rythme qui est beaucoup plus rapide, beaucoup Ouais, plus c'est ça. dans la compétition et dans l'entertainment. Exactement, Pour le exactement. coup, Ouais. Et c'est ce qu'il disait en plus au Ouais, final, c'est exactement ce qu'il LP, disait. c'est Ouais. que le tournage était très rapide. Exactement. Tout se faisait très Ouais. très rapidement, on enchaînait Tu les dors choses pas et et tout, des Ouais. problèmes. Ah, c'est Enfin, mais chaud. c'est des trucs chauds, c'est des C'est trucs hyper hardcore. chauds. c'est chaud, C'est franchement. hardcore. Mais du coup, ouais, trêve de parenthèse. Carrément, j'ai perdu le fil de l'autre sujet que je voulais ramener. Mais on approche de la fin, en tous les cas. Concrètement, oui, ça m'est revenu. C'était Ebony. Ah, le ouais. cas On parlait Ebony. de Bah, Starac. justement, On Starac, parlait de ouais, Ebony, Starac. j'adore. Je Ouais. voulais justement parler un petit peu d'Ebony avant qu'on boucle. Quelle a été ta réaction vis-à-vis de cette dame, déjà de 1 Je le perde. Et Ouais. il y a eu de la sauce aussi autour Mm. de son personnage, de sa personne. Ouais. Comment tu perçois tout ça, toi, en tant que femme noire, toi aussi? Ouais, bah, comment dire, ouais, donc, bah, j'ai grave suivi la dernière saison de la Starac. J'adore Ebony, j'adore ce qu'elle fait, gros big up à elle. Et je l'ai trouvée très forte. Enfin, franchement, très, très forte. Après, Marine aussi est super forte. Donc, du coup, Ouais. je comprends que, en fait, on était face à deux artistes fortes, Ouais. mais avec un biais pour l'une d'elles, qui est Mhm. que, bah, ouais, elle faisait directement face à des biais racistes, Ouais. etc. Donc c'est un peu, il y a un petit sentiment d'injustice en mode, ah, est-ce que Oui. s'il n'y avait pas eu tous ces biais racistes, le parcours qui est déjà très beau, hein, son Ouais. parcours il est très beau, mais est-ce que ça aurait été autrement? Et non, franchement, ça fait de la peine de voir. Après, même, tu vois, sur les réseaux sociaux, t'avais un peu les teams. Ouais, grave. Enfin, on aurait dit Grave, team grave. Mais noir grave. contre blanc. C'était grave, terrible. bizarre, quoi. Franchement, C'est clairement franchement, c'était C'est clairement terrible. ça. C'était terrible à voir. Et quand t'avais par exemple, des noirs qui soutenaient Marine, enfin, c'était très Ouais, bizarre. Ouais, c'était c'était vraiment ouais, une ouais, énergie très... En Big c'est 2025, t'as Ouais, encore ouais. ce genre de Ouais, débat, c'est quand même c'est assez... dommage. Mais parce qu'après, c'est vrai que pour moi, une réalité. Mais en fait, les choses sont en train de changer. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, en fait, parce que j'allais dire, on a Aya Nakamura. Mais quelque part, je vois, c'est la seule artiste noire grand public. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, En fait, il y a ce truc où quand Ebony elle arrive en finale de la Starac, où en fait, tu sais que, bah, c'est mort. Enfin, Ouais. Oui. la France n'est pas encore prête à avoir une gagnante de show télévisé grand public noir. Clairement. Donc déjà tu sais que c'est après de toute façon on se pose la question du niveau de chacune et Marine qui a fait une finale exceptionnelle et tout. Mais déjà tu as ce biais de OK, on est en 2025 mais vas-y, on sait que on n'est pas encore prêt à avoir puis mine de rien voilà, peut-être les gens ont encore besoin de cette représentativité, quelqu'un qui leur ressemble et tout et mine de rien on est encore minoritaire, tu vois. Clairement. Donc, et carrément, c'est ce que j'allais te dire à ton sujet, carrément, en Ouais. tant que rappeuse, aujourd'hui en France, en tant que rappeuse noire, est-ce que du coup, oui, est-ce que t'as déjà eu des modèles ou ce type de profil? Pas encore. Pas Exactement. encore. Pour moi, les modèles, ils sont vraiment beaucoup aux États-Unis. Ouais. Quand tu interroges les artistes rap ou urbains noirs, elles vont beaucoup citer les Nicki Minaj, Cardi B, Missy Elliott, Ouais, comme c'est j'ai ça. cité moi et tout. Tu vas chercher ici, ton référentiel ailleurs, en fait. C'est ça. Ouais. Bon, après, t'as Ou Shai, Shai. mais... Non, j'allais dire Shai. En Ouais, vrai, Shai, t'as Shai. c'est comme une rêve pour moi. Exactement. Ouais. Shai, c'est quand même une personne qui m'a beaucoup inspirée. Bien sûr. Mais elle est belge. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle est pas Exactement. En française. France, on c'est n'a ça. toujours pas. C'est vrai. Donc en France, t'as pas encore. Ce sera certainement Shani. Hein, Ouais, j'espère. espérons, en tout cas. J'espère. Espérons. Fort. Bah écoute, Shani, avant de clôturer ce bel épisode, est-ce que tu as un dernier mot à passer? Dernier mot, voilà, mon message, diamant noir, tout le monde a le droit de briller, vous avez tous le droit de briller, peu importe qui vous êtes. C'est beau. Simple, efficace. Simple, efficace, poétique, comme on aime chez Ida. Ouais. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Ida avec Bambi, Maudit et notre ami Shani. On était ravis de l'accueillir sur cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas, à partager. Tu vois, je ferme le mot carrément, c'est terrible. C'est la fin de l'épisode, il faut vraiment que j'aille manger là. N'hésitez pas à commenter, partager là où vous partagez des trucs cool. Et puis nous, on se retrouve très très prochainement pour le prochain épisode de La Vista. C'était Bambi, Maudit, Shani. Ciao.